Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Le 22 juin, les rues de la capitale administrative du Bénin, Cotonou, ont été le théâtre de la toute première marche de protestation contre Talon au lendemain de l'an 1 de son régime. Un pari qui, pour les organisateurs, le Front pour le sursaut patriotique, une coalition de partis d'opposition et de mouvements de la société civile n'était pas gagnée d'avance. Autorisée au départ par l'autorité communale, elle sera ensuite, la dite marche, interdite par arrêté préfectoral avant d'être, par la suite, autorisée par message en provenance de la présidence de la République. L'eau a rapidement coulé sur le pont. La marche a donc finalement lieu, non sous menace policière, mais avec son encadrement. Une marche pour, dit-on, protester contre la mauvaise gouvernance de Patrice Talon. Mais quelle pourrait en être véritablement l'opportunité? Et quel crédit y accorder donc à la dite marche au regard des efforts et engagements pris par les gouvernants pour booster l'économie et asseoir un développement inclusif? Deux regards neutres pour apporter les réflexions qui s'imposent. Un expert en politique de développement et un homme des médias. Thème au menu, mobilisation au Bénin contre la gouvernance Talon. Une farce ou l'expression d'un réel malaise. Déjà confortablement installé, l'une des plumes qui fait la fierté de la presse béninoise. Il a nom Vincent Folly. Éditorialiste, il est le directeur de publication et promoteur du quotidien béninois d'information La Nouvelle Tribune. Il n'est plus à présenter, n'est-ce pas? Vincent Folly, bonjour. Bonjour, Joël. Comment vous portez? Très bien. Très bien. Heureux de l'apprendre. En face de lui, il a nom, lui, je le présentais encore, coach Patrick Aman Poyon, un observateur averti de l'actualité sur le continent africain. Coach Aman Poyon, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. La forme? En tout cas, on rend grâce à Dieu. Ça aussi, heureux à savoir. À lui la gloire, dit-on. Le peuple béninois, lui, veut être gouverné autrement. En tout cas, la boutade, assimilable à un plaidoyer, est du Front pour le sursaut patriotique. Une coalition de partis d'opposition et de mouvements de la société civile vent debout contre le mode de gouvernance du régime Talon. Et pour se faire entendre, ils ont préféré, les manifestants, battre le macadam en Vincent Folly, la marche du 22 juin, pour prendre à témoin le peuple béninois et la communauté internationale a de peu été avorti. N'eût été, dit-on, la touche particulière du chef de l'État. Oui, il faut être heureux que les choses se soient déroulées comme on a vu, c'est-à-dire l'arrêté préfectoral qui interdisait une marche qui a été autorisée par une autre autorité, à savoir la mairie, c'en est faux. Mais on ne s'attendait pas à autre chose de la part de ce préfet qui se comporte comme un proconsul et régente la ville ou bien se met à la place du chef de terre qui est le maire. Donc on ne s'attendait pas à autre chose. Et connaissant son zèle, on a vu. Ce qui a surpris, c'est la position du chef de l'État. Bon, qu'on ait attendu la veille pour donner le feu vert et un désaveu pour le préfet, je crois que c'est tout à l'honneur de ce gouvernement parce que ce n'était pas donné. Les choses allaient dans un sens donné, on a plus d'opposition dans le pays, ceux qui gouvernent dirigent le pays en roue libre, et c'était monotone pour un homme de presse comme nous. Nous, on a besoin d'animation de la vie politique, et c'est heureux que ça se passe, et je crois que ce n'est que le début, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans ce pays. Tellement de choses à faire. Voilà. C'est ce qu'on a pu entendre de la bouche des manifestants eux-mêmes. Je me retourne vers coach Aman Poyon. Coach Aman Poyon, oui, c'était pas donné d'avance. Il y a eu donc ce quitus du chef de l'État qui aurait permis que la marche ait lieu finalement. Mais beaucoup de communicants ont reproché le fait que la cellule habilitée à viser les arrêtés préfectoraux n'ait pas pu être proactif pour éviter la sortie de cet arrêté. N'eût été la présence du chef, ça croit que sans le chef, chacun ne joue pas son rôle. C'est aussi le regard du communicant que vous êtes? Oui, parce que si le président a fait 3 semaines à l'extérieur et il n'y a pas pu avoir conseil des ministres, ça veut dire qu'en réalité, c'est le chef qui a la clé de tout. Ça veut dire que nous n'avons pas
une coordination d'un certain niveau de structures au niveau de la présidence qui sont créées pêle-mêle, qui sont créées un peu en désordre. Et donc, cette cellule, je ne connais pas les membres, je ne sais pas qui dirige, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et je ne suis pas sûr que si vous allez à la présidence aujourd'hui, on est en mesure, 2 personnes peuvent vous dire la même chose sur le contenu, les composants et le fonctionnement de cette cellule. Mieux, vous savez, le préfet a pris son arrêté. Est-ce que la procédure a été respectée avec l'arrêté d'abord envoyé à la cellule pour appréciation avant d'être pris? L'autre chose, c'est que, bon, le chef de l'État, même s'il est rentré, il est convalescent, est-ce qu'il a suivi le processus jusqu'au bout? Est-ce que c'est peut-être à la télé que lui-même il apprend que la marche est arrêtée et qu'elle est interdite? Donc, il y a beaucoup de choses. Et je crois que tout cela va dans le sens de problèmes de gouvernance. Et on n'a pas besoin d'être opposant pour reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème de gouvernance de ce pays. Et donc, à partir de cet instant, ces cacophonies, ces choses-là, et on en a vu de plus graves. Lorsque le ministre des Affaires étrangères réunit les ambassadeurs et leur annonce que le chef de l'État n'a rien, alors que le chef de l'État est dans leur pays en train de subir une opération, je me demande quelle crédibilité ce ministère des Affaires étrangères va avoir auprès des ambassadeurs. Donc, ayons le courage de le dire, il y a des problèmes et donc, nous devons nous mobiliser tous ensemble pour régler les problèmes parce qu'il en va de la sécurité, du bonheur. Il en va de la sécurité, du bonheur de tous. En tout cas, c'est aussi les mots prononcés par les organisateurs de la marche Merveille sans folie. D'aucuns s'interrogent sur cette sortie. Dire que le chef de l'État est convalescent dans un pays africain où on sait respecter quand même l'autorité et surtout l'état d'âme de l'être humain, on n'a pas compris pourquoi ceux-ci ont tenu quand même à marcher. Un chef d'État convalescent, on ne peut pas avorter cette manifestation. Qu'est-ce qui presse? Non. Avant de répondre à la question, je veux dire un mot sur la cellule qui devrait viser les arrêtés, y compris les arrêtés pris par les ministres. Vous savez, je ne sais pas si cette cellule continue de fonctionner, si même elle existe. Et mon vis-à-vis a dit tantôt que il ne sait pas qui dirige. Non, c'est Dayon qui dirige la cellule, selon officiellement le conseil technique spécial du chef de l'État. Et c'est une cellule qui était presque mort-née. Parce qu'elle est née sur une controverse. Dès qu'elle est née, et il y a eu une petite querelle après la démission forcée du jeune conseiller du ministre d'État Biorchane. C'est lui qui a fait des réflexions sur les réseaux sociaux dans le sens de dire que c'est une cellule qui va créer une lourdeur inutile. Et on l'a limogé pour avoir dit ça. Or, ce qu'il disait était tout à fait simple. Comment peut-on sortir un arrêté et demander à une autre cellule qui n'est pas de l'appareil gouvernemental, surtout un arrêté pris par un ministre? On dit que c'est une cellule constituée des gens qui... Les ministres sont, après le président de la République, selon la Constitution, ils sont les premiers collaborateurs du président de la République. Un conseiller technique, et même s'il est conseiller spécial, il est après le ministre. Comment créer une cellule qui va contrôler les arrêtés? Nous, ça posait problème. Cela justifie un peu la sortie de cet arrêté du préfet. À l'insu de la cellule, est-ce qu'elle existe encore ou pas? Non, moi, je ne crois pas que cette cellule puisse fonctionner. Alors, par rapport à ma question, le chef de l'État convalescent, non, et pourtant on ne fait pas les choses en tenant compte de l'état de santé du chef de l'État. Il peut même être grabataire. S'il y a des problèmes dans le pays, il faut les poser. Parce que personne n'est indispensable. C'est contre une gouvernance que les gens s'élèvent. Et j'ai dit tantôt que le pays était un peu morne. Et ça ne vivait pas. L'opposition, les chefs de partis politiques ne se prononcent pas. Or, il y a des choses qui se passent. Et il faut être heureux que dans ce sursaut parti politique, il y ait un parti qui a fait ses preuves dans le pays. Et qu'on ne dit pas souvent, c'est le Parti communiste du Bénin. Qui fait des gens qui ont lutté. Et qui, c'est des patriotes. Hein. Moi, je n'ai pas été communiste, quoi qu'on puisse dire par ailleurs. Je n'en fais même pas, je n'en fais pas mystère. Mais vous pensez mais ce sont des gens... Ils ont de mérite. Ils ont beaucoup de mérite. C'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Et je le dis avec beaucoup j'allais dire, d'émotion dans la voix. C'est eux qui ont mené la lutte. Presque les mains nues. On les a vus, ils se sont sacrifiés. Et c'est encore eux. Mais c'est eux qui avaient déjà apporté leur soutien au président élu
en disant que c'était presque le retour de la France-Afrique. Ont-ils raison? Moi, je ne sais pas. Ils ont donné leur caution, mais ils ont été les premiers à dire que les choses ne vont pas bien. Donc, il faut leur rendre justice pour le travail de veille citoyenne qu'ils font dans le pays. Et ils se sont ajoutés à eux les gens de FCBE, c'est-à-dire ceux qui ont dirigé hier et qui ont vu que ce qui se passe est peut-être pas aussi bon que ce qu'eux ils avaient fait. Cette présence à leur côté, pour certains, pose un problème fondamental. Je ne sais pas, c'est quoi le regard de l'éditorialiste, puisque vous évoquez aussi la question. Il n'y a pas de problème. Regardez, je vais dire, sous le contrôle de mon coach que je découvre sur ce plateau, que des politiques avaient dit qu'il y a ce qu'on appelle la contradiction. Je crois que c'est Mao qui a dit il faut distinguer la contradiction principale de la contradiction secondaire. Des contradictions. Donc les communistes sont des gens réalistes. Quelle est la contradiction principale aujourd'hui? C'est celle qui nous oppose à un pouvoir qui dirige mal. Donc les contradictions secondaires, à savoir des gens qui avaient dirigé avant et avec tout ce qu'on constate comme faille, on laisse tomber, on s'attache à la contradiction principale. Coach Aman-Poyon, la question à Vincent Fosdi, je vous la repose. Un chef d'État, oui, fut-il le numéro 1 convalescent, n'est-ce pas quand même une donnée à prendre en compte lorsqu'on veut battre le macadam? Vous savez, on a reproché plein de choses à Yahi Boni. Mais sous Yahi Boni aurait été malade, qui aurait eu un interlocuteur pour rencontrer les acteurs sociaux, pour les informer de la santé du chef de l'État. Si le gouvernement refuse de respecter le peuple, n'attendez pas que le peuple respecte le gouvernement. On en est à ce niveau déjà. Quand nous disons sur ce plateau que le chef d'État est convalescent, c'est le point de vue de Patrick Aman-Poyon. Sinon, le gouvernement ne dit pas officiellement le gars est revenu en forme. C'est ce qu'on nous a dit. Il est revenu en forme. Il ne peut pas accorder des audiences à des ministres qu'on lui a envoyés pour lui souhaiter, pour le soutenir. Donc, c'est pour dire que tant que nous avons cette... Au fait, quel est l'interlocuteur de ceux-là aujourd'hui au Bénin? Quel est l'interlocuteur? Le ministre des Affaires étrangères, bon, il fait une déclaration, 5 minutes après, un autre ministre fait une déclaration contradictoire. Qui est l'interlocuteur aujourd'hui? Donc, à partir de cet instant, n'attendez pas que les gens attendent d'abord d'avoir des nouvelles de la santé du chef de l'État avant de régler leur problème de faim. Benjamin Franklin a dit qu'il vit d'espoir meurt de faim. C'est-à-dire que si vous restez là, espérez que ça va aller, vous risquez de mourir de faim. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je crois que c'est salutaire. Maintenant, nous aurons l'occasion de décliner les conséquences de cette marche ou donner des conseils aux deux camps pour que ça puisse être bénéfique et pour eux et pour le Bénin. Oui, pour entrer justement sur le contenu de cette marche, il faut observer que la voie, elle était celle juste de la revendication. Mais à l'appel, après l'imbroglio observé, il se trouve que la grande mobilisation attendue n'était pas au rendez-vous. Pour vous, est-ce un fiasco, comme l'ont mentionné certains observateurs? Je vais faire plusieurs lectures. La première, c'est que cette tactique de annulation, autorisation au dernier moment peut être un facteur démobilisant. Deuxième chose, je m'étonne qu'au Bénin, on organise une marche et qu'on n'ait pas pu contrôler la pluie. Alors qu'aujourd'hui, moi, je fais mes activités dans tous les pays d'Afrique, il n'y a pas plu. Donc, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas réussi à contrôler la pluie. Je crois qu'ils ont marché en dépit de tout. Hein. Non, je viens. Oui, donc, tout ça là peut faire en sorte que certains ne viennent pas. Certains sont à la maison. Mais la troisième chose, c'est pour dire qu'il faut reconnaître que si, avec la situation actuelle du Bénin, les marcheurs n'ont pas réussi à mobiliser suffisamment, ça veut dire qu'ils ont aussi un problème de stratégie. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant que le gouvernement ne donne pas sur ses lauriers en disant qu'ils ont un problème de stratégie, donc on peut les ignorer, donc on peut les laisser faire. Je vais vous donner le cas du Burkina que je connais très bien. Vous savez, quand les marches ont commencé, c'était de petits marcheurs, petits groupes de marcheurs comme ça. Jusqu'au moment où il y a eu une démission fracassante de l'actuel président de la République du Burkina, qui a démissionné du parti au pouvoir avec le président de l'Assemblée nationale actuelle et tout ça. Et à la marche qui a suivi, à la surprise de tout le monde, ils sont venus avec leur contingent et nous nous sommes retrouvés avec 1 800 000 personnes dans la rue. 1 800 000 personnes. Donc ce n'est pas banalisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et vous savez, Macky Sall a appelé en même temps le président burkinabé pour lui dire ce que moi j'ai vu à la télé là. Il faut prendre au sérieux, il faut les recevoir, il faut négocier. Il a dit, je les connais, ils ne peuvent rien faire.
Et ça, on est dans cette logique de ils ne peuvent rien faire actuellement au Bénin. Je vais continuer. Maintenant, vous voyez ici, 59 députés ont dit on soutient le chef de l'État. C'est avant le remaniement. Après le remaniement, vous allez voir un groupe va rejoindre ce groupe de marcheurs. Donc à chaque... vous faites un peu révolution. Non, les amis, c'est bon. Vous savez, les élections présidentielles en France, sur ce plateau de SICA, je disais chaque fois la prochaine décision de Macron. Parce que ça se lit, ça s'analyse. Donc continuez l'analyse. C'est pour dire que nous sommes dans une situation où les marcheurs ne doivent pas dormir sur leur laurier en disant on a une bonne situation, il faut qu'ils fassent preuve de stratégie pour mobiliser, pour expliquer, preuve de pédagogie, pour expliquer leur démarche à la population. Mais il faut que le gouvernement comprenne que c'est maintenant qu'ils ont fait ce fiasco qu'il faut les recevoir en même temps pour prendre langue avec eux, pour trouver comment donner satisfaction à certaines revendications pour apaiser la tension. Je vais vous donner un exemple. Dans un pays de la sous-région dont je ne peux pas citer le nom pour raison professionnelle, il y a eu une volonté de la société civile et des politiques d'exiger des réformes politiques. Alors nous avons conseillé à l'époque au chef de l'État de ne pas laisser la société civile se mettre ensemble avec les opposants. Donc de donner des gages à la société civile pour couper la société civile des opposants. Alors le chef de l'État est sorti sur les antennes, il dit nous sommes à la veille des élections, nous ne pouvons pas faire de réformes à la veille des élections, mais je mets en place tout de suite une commission de réflexion pour les réformes, dirigée par les responsables de la société civile, qui vont réfléchir et juste après les élections, on pourra prendre ça en compte pour pouvoir avancer. Mais ce qui s'est passé, c'est que la société civile a abandonné l'opposition, a accepté de siéger dans cette commission, les élections sont passées, le président est légitimé, il est totalement légitime maintenant. Vous voulez parler de réforme alors qu'il a fait un programme que le peuple a validé. Comment parler maintenant de réforme? Donc, ils se sont laissés piéger eux-mêmes. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans une situation où le gouvernement ne doit pas laisser la société civile continuer à être en accord avec l'opposition. Tous les syndicats, groupes centrales syndicales aujourd'hui sont avec eux. Le PCB, qu'on ne doit pas minimiser, qui a fait tomber le régime Mathieu Kérékou dans ce pays. Je salue l'intervention de M. Vincent qui parlait de nous avons été ingrats vis-à-vis du Parti communiste du Bénin dans ce pays. Nous avons été ingrats. À la conférence nationale, ils ont réussi tout le boulot. Et ceux qui ont contribué de l'autre côté sont venus prendre le gâteau et on les a encore ignorés. Aujourd'hui, c'est grâce à eux encore qu'on est en train de... Donc bref, c'est pour dire, il ne faut pas laisser le PCB, FCBE, parce qu'on a tendance à les minimiser, mais je vous dis, tous les députés originaires du Nord peuvent supporter Patrice Talon. Si Yahi Boni rentre en élection prochaine, ils vont tous échouer dans le Nord. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas minimiser le FCBE, ce n'est pas le nombre de députés qui sont restés qui est important, c'est la position de Yahi Boni qui est importante. Donc bref, c'est pour dire, il faut donner des gages. Et je voudrais dans ce sens aller jusqu'à dire que si le chef de l'État retrouve sa santé, les premières choses qu'il doit faire, c'est rendre visite aux anciens présidents de ce pays. C'est rendre visite à des personnes. Vous demandez un peu trop là. Non, parce que... Vous allez expliquer pourquoi tout à l'heure. J'ai hâte d'écouter l'éditorialiste, son regard sur cette mobilisation. J'ai suivi d'autres éditorialistes, j'ai vu la une des journaux, vous les avez parcourus aussi. Tout le monde clame, c'est un fiasco et on demande désormais à cette coalition d'oublier vraiment ses descentes et ses revendications. Non, il ne faut pas croire à cette revue de presse rapide où vous dites que... Il ne faut pas croire à cette revue de presse, mais c'est pourtant des confrères à vous. Je suis de la presse. Oui, justement, c'est pourquoi je vous pose la question. Non, quand on dit que c'est un fiasco, c'est une communication. On veut présenter ça comme... Les communistes ne sont pas des gens... Ils ne sont... C'est un noyau. Ils ont toujours fonctionné en noyau et ils ne craignent pas d'être les seuls. C'est des gens qui pensent qu'il faut pour le peuple une avant-garde. C'est vrai, vous voyez, je veux revenir à la question avant de répondre. Oui. Le coach, je le découvre comme une sorte de médiateur. Et je vois qu'il ne veut pas se prononcer sur le pays, mais je devine le pays où il a donné ses consultations. Il est dans une position dans laquelle l'éditorialiste que je suis, je ne conseillerais pas à un chef d'État de faire en sorte de dissocier la société civile des syndicats. Oui, c'est de sa vision, oui. Il a une mission donnée. Mais moi, je souhaite pour notre pays que toute la société se regroupe, que ce soit la civile, comme la société politique,
et qu'on s'entende autour d'objectifs précis. Mais il est dans son rôle, le rôle de coach, et je le comprends. Et je découvre le coach comme pouvant donner des conseils au dictateur pour qu'il se sauve la face. Mais je m'en excuse. Cela dit, je reviens à notre sujet. Il ne faut pas craindre que les communistes ne soient qu'une poignée. L'atmosphère qui règne dans le pays n'est pas favorable à la... Bien sûr, on ne peut pas dire que le régime Talon est encore en état de grâce. Et les gens comprennent de plus en plus qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais comment pouvez-vous comprendre que dans un pays, on dissolve une société comme la Sonapra, qui a été à l'origine de toute la production cotonnière de notre pays, et dont se revendique aujourd'hui, c'est la société du chef de l'État qui s'appelle la Sodeco, que cette société d'un trait de plume ait été gommée, c'est-à-dire liquidée, et qu'il n'y a pas eu de manifestation. C'est des familles qui sont là. Donc les gens se disent, ben, écoutez, est-ce que c'est moi qui vais descendre dans les rues pour qu'on dise? Sinon, il y a des gens qui ont intérêt à descendre dans les rues. Tous ces déflatés du ministère de l'Agriculture, ils ont des raisons d'accompagner la marche d'hier. Mais il y a une atmosphère qui fait que, avec un préfet qui se prend pour un proconsul, je l'ai dit tantôt, qui montre que ben, le régime se porte bien, bon, ça peut être inhibant pour des gens qui veulent manifester, y compris le fait que ce que le coach a dit tantôt, que ben, la marche aura-t-elle lieu, n'aura-t-elle pas lieu, sera annulée ou ne sera pas annulée. C'est démobilisateur pour les gens. Donc le nombre compte très peu. Et les communistes s'embarrassent très peu du nombre. L'essentiel, c'est qu'ils aient marqué leur présence sur le terrain. Et le président a bien fait de les laisser faire. Et je suis d'accord avec le coach pour dire, s'il devrait recouvrer la santé, je souhaite qu'il recouvre rapidement la santé pour se remettre dans la politique. Parce que moi, j'ai toujours dit que ce président se comporte toujours comme un homme d'affaires. La communication et le coach, je parle sous le contrôle du coach, la communication du chef de l'État se déroule dans le pays à la manière dont il a toujours pris son rôle. C'est un homme d'affaires qui est dans les affaires et son problème, il ne fait pas du bruit autour des affaires qu'il fait. Or, aujourd'hui, il est le chef d'un État. Et le chef de l'État et le politique qu'il est, il y a des codes autour de cette fonction. Il y a des codes. Vous voulez voyager, vous devez le faire savoir. Toute la communication qui a été faite autour du chef de l'État, c'est désastreux. Et le coach a eu raison de parler de la cacophonie tantôt entre les ministres. Ça n'est pas bon pour le pays. Voilà un gouvernement qui n'a pas de porte-parole. Qui est le porte-parole de ce gouvernement? On ne sait pas. Longtemps, on a pensé que c'était le ministre de la lecture. Excusez-moi, ce terme qui n'est pas... Je n'en connais pas. Vous voulez parler de qui? Celui qui lit les conseils des ministres, qui a arrêté un temps et qui a repris du service il y a quelques jours. Je vois. Bon, donc, on pensait que c'était lui le porte-parole, mais il n'a pas joué le rôle de porte-parole. Ailleurs, il y a un porte-parole du gouvernement. Et ensuite, un porte-parole de la présidence. En tout cas, à faute de savoir vers qui aller, les manifestants ont donné de la voix. Oui, ils ont donné de la voix. Oui. Et les sujets sur lesquels ils sont revenus, je me demande si ce n'est pas le chef qui est plutôt mal compris. Vous l'avez dit tout à l'heure, opérateur économique, homme d'affaires, les affaires n'aiment pas le bruit, donc le chef n'aime pas faire trop de bruit. Alors aujourd'hui, on dit qu'il y a malgouvernance, il s'agit d'une gouvernance affameuse. Est-ce qu'on ne confond pas le chef plutôt dans son rôle parce qu'il n'y a pas peut-être suffisamment de communication pour comprendre les choix pris? Qu'est-ce qu'il y a à communiquer? La manière dont il gouverne, ça se voit. On va en conseil des ministres, on dit, le dernier conseil a dit liquidation anticipée. Je n'avais jamais entendu ce mot, hein. Liquidation anticipée de Libercom. Non, je n'avais jamais entendu une liquidation anticipée. Ça veut dire qu'il y avait une date pour liquider et maintenant on anticipe. Mais on ne nous a même pas dit qu'on avait voulu liquider la société. Donc, liquidation anticipée, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'après le Conseil des ministres, la société n'existe plus? Moi, je veux comprendre. Donc, lorsque on va, sans discuter avec les acteurs, on dit on veut nommer un mandataire au port. Moi, je vous dis, modestement, c'est notre journal qui a attiré l'attention. Nous avons eu l'appel d'offres et nous l'avons publié, la désignation d'un mandataire. J'ai regardé.
En fait, je n'avais pas vu que mon journal avait publié. Je savais qu'on avait publié un document du ministère des Infrastructures. C'est le lendemain que je lis dans un journal concurrent qu'on a nommé et j'ai appelé un interlocuteur qui m'a dit, mais toi-même, tu as publié. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, en fait, on nous donne de la publicité. Moi, je ne sais pas, je n'avais pas lu. Et c'est nous qui avons attiré l'attention que comment on appelle, la privatisation était au port. On veut nommer un mandataire au port. On ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas de privatisation. C'est quoi? Il y a des termes nouveaux qui sont apparus dans le vocabulaire gouvernemental. On parle d'affermage, on a parlé de quoi d'autre encore, de délégation, de gestion. Mais c'est suffisant pour parler aujourd'hui de malgouvernance, Vincent Folly, pour revenir à la préoccupation des manifestants. Non, la malgouvernance, c'est tout ça. C'est cette difficulté à parler avec les acteurs d'abord. Lorsqu'on veut gouverner, on demande aux acteurs, voilà ce que je veux faire. Mais le Conseil des ministres n'est qu'une instance de décision. Donc, on ne discute pas avec les travailleurs et on décide de nommer un mandataire au port. C'est ce qui s'est passé. Les travailleurs ont dit non, il faut que vous puissiez nous discuter avec nous d'abord. Et moi, je crois que c'est la manifestation même de la mauvaise gouvernance. La gouvernance se fait avec les gouvernés. On ne se met pas dans une position de gouvernance, c'est-à-dire dans les bureaux, et on prend les décisions à la place des gouvernés. Ensuite, la malgouvernance se démontre tous les jours. Dans les casses qui ont eu lieu, moi j'ai dit sur votre plateau ici que Cotonou ne sera pas comme Paris. Nous sommes un peuple qui vit et qui se débrouille. Devant chaque maison, il y a toujours un étal. Il y a toujours quelqu'un qui vend quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez faire dans une société comme ça? Dire, bon, on ne va pas occuper la voie publique. Or, les gens étaient déjà habitués à prendre une partie de la voie. Et ils savent que c'est ça. Et même, j'ai dit, en Europe, vous allez partout, l'occupation temporaire de la voie publique est toujours autorisée. Donc, lorsqu'on prend des décisions aussi impopulaires et que des gens se retrouvent dans les rues, je peux donner des exemples, des femmes qui ne font que vendre des petites choses, soit de la salade, et qu'on a dégagé dans une ville comme Calavi. Moi, je suis à l'entrée de ce qu'on appelle Aconville. Les femmes là ne sont plus autorisées. Quand j'en ai vu une, la dernière fois, elle dit, mais il n'y a plus rien, elle ne sait pas où aller pour vendre. Or, c'est ça qui lui permet d'entretenir sa famille. Lorsqu'on a pris des décisions de ce genre, il faut s'attendre à ce que les gens se révoltent. Et je suis tout à fait d'accord avec les marchands. Coach Pouillon, oui, je l'ai dit, vous, la question de politique de développement, c'est aussi la vôtre. Aujourd'hui, les marcheurs, avec les points qu'ils en sont brandis, sont-ils dans la justesse des choix ou comprennent-ils mal le gouvernant? Non, c'est qu'eux, ils n'arrivent même pas à se faire comprendre de la population, comme M. Folly vient de le dire, parce qu'en réalité, ils sont totalement en phase avec les réalités, avec la population. Mais ils n'arrivent pas à faire passer le message à la population, c'est pourquoi ils n'ont pas eu une grosse mobilisation. Donc ça veut dire qu'en fait, ils disent tout haut ce que le peuple pense tout bas. Donc le message porté est réel. Et le message du peuple béninois, c'est-à-dire que même les gens, écoutez, regardez le visage des ministres. Regardez le silence des ministres. Comment c'est ce visage? Voir un visage ordinaire. Ordinaire. Bon. Ordinaire. Vous avez vu je n'ai pas vos regards, mais vous avez vu avec quel visage le ministre Koupa qui lit les communiqués du Conseil des ministres? Il paraît que c'est le visage des grands. C'est ce que vous lisez? Il paraît que c'est le regard des hommes sûrs d'une victoire prochaine. Vous savez, je vais vous dire ceci. Parce que, comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours voulu que chaque intervention serve les dirigeants. Je voudrais que le chef d'État comprenne. Aujourd'hui, il n'y a aucun ministre qui sait quel est son boulot. Je le dis. Aucun ministre ne sait quel est son boulot. Non, mais... Aucun ministre ne sait. On les voit tout le temps sur le terrain décliner leur charge. Dans tous les pays, lorsqu'on annonce un remaniement ministériel qui dure plus de 3 mois, il n'y a plus de vision. On ne sait plus où on va. Donc c'était une erreur d'avoir annoncé. C'est une erreur d'avoir annoncé, mais le besoin était flagrant. Ça, c'est un. Deuxième chose, vous avez parlé tout à l'heure, et M. Folly a parlé tout à l'heure du fait que le chef de l'État est resté chef d'entreprise. Mais il a deux modèles. Il a le modèle Donald Trump qui est en train d'échouer avec tous les problèmes qu'il a et il risque de se retrouver en prison à la fin de son mandat. Donald Trump il risque de... Avant la fin... Non, je n'ose pas dire avant parce qu'avant, il faut que
les gens de son parti le lâchent et votent certaines décisions. Oui. Donc c'est une décision politique avant. Oui. Mais il oublie qu'aux États-Unis, tu peux terminer ton mandat correctement et la justice va te broyer après. Donc, celui-là, il est sur un mauvais chemin. Alors si le président choisit de faire comme lui, il connaît les conséquences. Maintenant, il y a le Mais les États-Unis, ce ne sont pas le Bénin. Le Bénin, c'est pire que les États-Unis sur ce plan-là. Parce qu'au Bénin, on peut même te juger avant. Il y a trop de ressorts dans ce pays pour faire que... Aux États-Unis, c'est trop calé. Mais les tests n'ont jamais permis de juger un chef d'État. Non, laissez. Les tests ont dit des choses, mais les politiciens ont bloqué. Seulement, nous sommes dans une situation où on n'est pas sûr de maîtriser les politiciens. Oui. Personne n'est sûr aujourd'hui de maîtriser les politiciens. Même pas Talon? Même pas Talon. 59 à l'Assemblée. Non, ça là. Vous savez, il faut prendre les 59 isolément. Vous allez voir qu'ils ont des raisons différentes d'être dans les 59. Ce n'est pas les mêmes raisons. Ils ne sont pas tous pour l'action gouvernementale. Poursuivez-vous. Donc bref, si je continue, il y a le modèle français. Vous voyez, il a dit, je vais prendre ordonnance pour faire la réforme du Code de travail. Ça, c'est Macron. Et le peuple a validé. C'est Macron. Ça. Oui, Macron. Il aurait pu dire, comme le peuple a validé, je m'en fous de tout le monde. Malgré ça, il reçoit les acteurs sociaux qui disent tout ce que nous on vous demande, c'est de nous donner l'été pour négocier avec vous. On ne vous oblige à rien d'autre. Il dit, je vous l'accorde. Je déplace donc le moment où je vais prendre l'ordonnance pour vous donner de la considération, pour vous écouter, pour vous comprendre, pour vous faire ceci. Donc deux modèles distincts qui peuvent inspirer. Et un ne marche pas, un marche. Macron va atteindre tous ses objectifs, mais avec la manière. Ce n'est pas qu'il va modifier ses objectifs. Je ne demande pas au président Talon de ne pas remettre en selle ces sociétés. Je ne demande pas au président Talon de ne pas profiter du fait qu'il est président. Mais je dis, il y a des manières de le faire qui respectent les ressorts de la nation et qui permettent au pays de se développer. Parce que tel que ça se passe aujourd'hui, qu'on me démontre comment les bailleurs de fonds continuent de financer le Bénin, qu'on me le démontre, comment un bailleur va mettre son argent dans un pays où il ne comprend rien de ce qui se passe dans ce pays. Mais les appels de fonds, vous les avez suivis et les retours qui ont été faits, le gouvernement a communiqué là-dessus. C'est plutôt heureux. Obligataires. Oui. Les emplois obligataires ont été achetés au Bénin. Achetés par des entreprises du Bénin. Oh, vous en avez la preuve? Oui. Vous pouvez allez voir Conseil CNSS. CNSS a pris 49 milliards d'emplois obligataires. Les banques ont pris des emplois obligataires parce qu'ils ont des DAT, des sociétés d'État, et on a dit qu'on va récupérer l'argent s'ils ne prennent pas. Mais qu'on lance d'autres. Qu'on lance d'autres et qu'on voit. C'est-à-dire que, les amis, comprenez, il n'y a pas autant de ressources. Nous sommes aujourd'hui en train de vivre sous emploi obligataire. Et il y a quel mal à ça? Il paraît que c'est l'autre issue lorsqu'on se retrouve dans une situation de difficulté économique régionale. Régional. Et pourquoi le Togo ne fait pas un emploi obligataire? Pourquoi le Burkina ne fait pas un emploi obligataire? Pourquoi le Mali ne fait pas un emploi obligataire? Il y avait de l'économie. Et vous avez suivi l'ancienne équipe dirigeante, je vais parler de l'équipe sortie, n'a pas laissé suffisamment de ressources dans la caisse. Moi, je rapporte juste... Écoutez. Vous savez, moi j'ai toujours dit, il faut qu'on nous fasse un débat. Actuel ministre des Finances, ancien ministre des Finances, que le gouvernement ait le courage de faire ce débat-là sur l'ONTD. Comme Koutié et Wadaï? Oui. Bon, on va en faire la proposition, pourquoi pas? Le ministre a dit clairement, le ministre comme Koutié a dit clairement, j'ai laissé 48 milliards par là. Mais pas moi. Je mobilise 150 milliards. Donc ça veut dire que, quand on me dit que les dettes intérieures font 166 milliards, ça veut dire qu'on est largement en mesure de payer parce que 150 milliards plus 46 milliards, on est à 196 milliards. Ça va être un débat, je vous le promets, Vincent Bollly. On a vu des figures très fortes au cours de cette sortie, même si en nombre, beaucoup n'étaient pas trop comblés, mais c'est la finalité qui compte. On a observé un certain nombre de figures. Au nombre d'elles, l'ancien secrétaire du gouvernement sorti, celui de Yahya Boni. Je vais parler plus précisément de M. Alassane Tigri, qui dit, à la suite des manifestants, le peuple veut le pain et la liberté. Oui,
Qu'est-ce qu'il y a à dire? Mais beaucoup ne comprennent pas cette sortie. Pourquoi? Et cette présence. Et vous, l'éditorialiste. Non, Tigri, je connais Tigri depuis les années où il était communiste. C'était un ancien communiste. Et puis il a fait le parti de Maître Bertin Bonnat avant de se retrouver dans le gouvernement du président Soglo et de connaître quelques déboires. Bon, maintenant, je veux dire... Sous la plume, pour vous aider, sous la plume d'un éditorialiste confrère à vous, on peut lire Tigri n'a de leçons à donner à personne. Il se trompe plutôt d'époque. Non, je vous ai dit, je parlais tout à l'heure de la contradiction principale et des contradictions secondaires. Le gouvernement précédent a géré les choses de la manière qu'on sait, qui n'a pas toujours été catholique. Nous étions à l'avant-garde de comment on peut dire, ce combat contre la mauvaise gouvernance sous Yahi. Et il y a certainement beaucoup de choses à reprocher à ceux qui ont gouverné. Mais lorsqu'on dit, ah ben, écoutez, vous avez mal géré, vous n'avez pas de leçons à donner. Dans ce pays, la tendance a toujours été de dire, ah, tu as volé par le passé, donc tu n'as pas le droit de dire que je suis voleur, parce que tu as volé. Mais mon Dieu, ce qu'il faut faire dans ce pays, c'est de détecter les voleurs. Non pas de continuer à dire, voilà, vous avez volé par le passé, vous n'avez aucune leçon. Si on a les preuves que Tigre Alassane, en l'occurrence, avait volé, qu'on sorte les preuves. C'est qu'on entretient un climat d'impunité et on se dit, tu me tiens, je te tiens. Le jour où tu vas parler, moi je sais des choses sur toi, mais mon Dieu, il faut sortir les dossiers. Sortir les dossiers, oui, les manifestants ont clamé sur les audits en voulant en savoir plus. Qu'est-ce qui presse? Quoi? Qu'est-ce qui presse? Ça fait 1 an que le gouvernement est là, qu'on sorte les audits, qu'on nous dise qui a fait quoi, et surtout, c'est un gage qu'on va mieux gouverner. Mais si on cache les audits, ça veut dire que demain, ben moi-même, j'ai fait ce que tu avais fait, et donc on se tait. Et l'impunité continue dans notre pays. Moi, je veux bien qu'on reproche à des gens passés ce qu'ils avaient fait, mais s'ils avaient fait des choses, qu'on les sorte et qu'on en finisse et qu'on puisse punir les gens une fois pour de bon. La tendance de ce gouvernement, c'est de tout privatiser. Et ça n'est même pas bon pour notre pays. C'est-à-dire, il y a une tendance à laisser croire que toute l'administration est incapable de gérer. Mais c'est une injure pour ce pays de dire que dans l'administration, on ne peut pas trouver des gens. Mais ceux qui sont dans les privés qui gèrent bien, ce ne sont pas tous des expatriés. Il y a des Béninois. Pourquoi dans le privé, les banques fonctionnent, qui sont dirigées par des Béninois? Il y a une seule banque qui est dirigée par un Marocain, puisque le Maroc a pris, c'est quand même des Africains. Mais c'est qu'il y a une manière de gérer. Mais dans le public, l'État intervient pour faire des ponctions. L'État ne paye pas ses dettes, en l'occurrence à l'hôpital, au CNHU. Vous voulez que ça fonctionne comment? Donc, il y a une tendance à laisser croire que l'administration est incapable de gérer. Et c'est extrêmement grave pour notre pays et pour l'avenir de ce pays. Parce que pour la gestion d'un pays, c'est d'abord l'administration. Il faut faire en sorte de mettre en place des structures pour que la gestion du pays se fasse. Et on ne peut pas faire la gestion du pays à travers des étrangers. Je suis foncièrement contre. Autre critique faite à l'endroit des gouvernants, c'est dire qu'on crée plus de chômeurs qu'on crée de travailleurs. Alors que le gouvernement récemment a lancé son nouveau projet, un volet social qui doit pouvoir répondre aux attentes de la jeunesse. On peut demander, non, un peu de patience à ceux qui clament à corps et à cri emploi à tous. Non, mais je n'ai pas envie de vous répondre. Je vous rappelle seulement ce que le coach a dit tantôt par rapport à la situation économique. On vit sur des emprunts obligataires. Le gouvernement en a fait beaucoup. Et il a dit tantôt qu'il a soulevé le cas de certains pays, le Togo. Est-ce qu'ils font des emprunts? Je crois que le Togo a fait des emprunts obligataires, mais c'est limité. Mais depuis que ce gouvernement est là, il ne vit que d'emprunts obligataires. Tout ça aidera à créer de l'emploi à la jeunesse. Parce que c'est encore l'argent du pays qui est sorti illégalement. Et vous ne savez pas, il a parlé de la CNSS. La CNSS, c'est une grosse maison qui a beaucoup d'actifs. Et on évalue même ces actifs à plus de 1000 milliards en DAT, à l'intérieur même du pays. C'est de l'argent. Le président Boni Yahi a voulu utiliser la CNSS à travers la nomination d'un DG qui a voulu faire des choses. Mais les syndicalistes, à travers Métognon, le patronat, et puis Métognon, qui dirigeait le patronat, comment on appelle,
le conseil d'administration s'est opposé. Et ça n'a pas été fait. Mais ce gouvernement est venu et vous avez vu avec quelle facilité ils ont fait nommer un conseil d'administration, un CA, oui, dirigé par quelqu'un qui dirige la société appartenant au chef de l'État, à savoir la SODECO. Et donc, le fait qu'on leur ait retiré la dernière fois 40 milliards, je croyais le chiffre de 40 milliards, mais le coach a dit tantôt 49, et qu'on leur ait dit, allez, faites le DAT, sinon. Et on a même sommé les banques de libérer l'argent, sinon on ne va plus leur donner les DAT. Alors, donc, cette manière de gérer le pays, un peu par des prêts, et ça ne rassure pas. Vincent Foley, oui, vous êtes sans doute surpris, oui, le temps est pratiquement à sa fin. Dites très rapidement, si vous devez conclure, par rapport à une manifestation publique comme celle-là, si c'est à faire, c'est à refaire? Mais il y en aura beaucoup plus demain, parce qu'on annonce des privatisations déguisées au port et à la SBEE, et puis les télécoms. Bon, on ne sait pas, la situation ne peut qu'évoluer dans le sens d'une augmentation de ces manifestations. Moi, je prédis que ça ne peut être que ça, parce que beaucoup de gens vont se retrouver dans les rues. Et quand on a parlé de liquidation anticipée tantôt, je veux savoir ce qui va se passer à Bénin Télécom et à Libercom, qui n'a jamais bien marché. Je veux savoir ce qui va se passer et je suis sûr que les marches vont se multiplier dans le Merci, pays. Vincent Foley, oui, coach Pouillon. Je vous ai dit simplement qu'il n'y a pas mieux qu'un voleur pour donner des conseils pour ne pas voler. Donc, quand on dit que les anciens ne peuvent pas donner de conseils, ils savent les conséquences de ce qu'ils ont fait. Et donc, ils sont mieux placés pour dire attention parce que ça va créer ceci, ça va créer cela. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le gouvernement qui sache que quand Macron a commencé, tout le monde l'a minimisé, mais c'est devenu un mouvement qui l'a amené au pouvoir. Donc, de ne pas minimiser cette marche qui a commencé. Écoutez, on ne peut pas perdre tous les syndicats, on ne peut pas perdre la société civile, on ne peut pas perdre les ONG contre la lutte contre la corruption et autres, on ne peut pas perdre pratiquement tous les ressorts sociaux de ce pays sont en train d'être perdus et on est en train de dire on va aller. Et la dernière chose que je vous ai dit, quand on parle de gouvernement à lancer quelque chose, nous avons fait 1 an de réflexion. Nous sommes dans la 2e année de mise en place. Je ne sais pas si la 3e année, ce serait la prolongation des mises en place. Le gouvernement n'a qu'à se réveiller et savoir que quand un peuple a faim, il n'y a plus rien qui puisse l'arrêter. Quand un peuple a faim, il n'y a plus rien qui puisse l'arrêter. Patrick Amapoyo, merci. On va clôturer sur cette citation. Vincent Foley, merci aussi à vous pour la disponibilité. Chers téléspectateurs, cette émission, nous allons la clôturer, mais avec aussi une citation forte, celle de l'acteur politique, mais aussi homme de la plume, Jean-Jacques Sevon-Schreiber. C'est un Français, je cite, « Il est inutile d'espérer que l'État accepte de s'élaguer lui-même. Il faut donc les contraindre. C'est la seule mesure du savoir et raison garder et avoir gain de cause. » Mesdames, Messieurs, tout un plaisir d'avoir été des nôtres. À très bientôt. On a passé